Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Catherine McGregor, nouvelle directrice générale d'Engie, pour évoquer avec elle la stratégie de ce groupe en pleine transition. 150 000 salariés, 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Engie est le principal fournisseur de gaz en Europe, jusque-là pas de scoop, et le second fournisseur d'électricité en France. Il possède notre distributeur de gaz, GRDF, et notre transporteur de gaz, GRT Gaz. Le poids de l'État dans le capital de l'entreprise, puisque à ce niveau-là, évidemment, nous considérons que l'État a donc son mot à dire, ou en tout cas ses prescriptions à donner sur une société aussi importante. Madame la directrice générale, vous avez pris vos fonctions très récemment, le 1er janvier dernier, donc merci beaucoup d'être ici auprès de nous, après le départ de Madame Isabelle Kocher, que nous avions reçue à l'issue de ce que la presse a pu qualifier d'une crise de gouvernance. Votre nomination intervient dans un contexte économique morose, difficile pour l'ensemble des énergéticiens, durement affecté par les répercussions de la crise sanitaire que nous connaissons. Jeudi dernier, votre groupe a annoncé donc un impact de 1,2 milliard d'euros sur son résultat net. L'un de vos nombreux défis va être de mener à bien une profonde réorganisation d'Engie. En effet, le président directeur général du groupe, Jean-Pierre Clamadieu, que nous avons auditionné sur d'autres sujets récemment, le 4 novembre dernier, a annoncé pour votre groupe une stratégie de recentrage le 31 juillet dernier. Cette stratégie vise à orienter Engie vers la neutralité carbone, on parle beaucoup, en simplifiant son organisation, en clarifiant ses activités et en dégageant des financements vers les énergies renouvelables et les infrastructures. Dans ce cadre, Engie a engagé une revue stratégique, vous nous en parlerez, une revue stratégique en particulier de ses solutions clients. Le devenir de 2/3 de ses activités de service, de la moitié de son personnel, d'1/5 de son chiffre d'affaires est posé. C'est bien sûr la raison pour laquelle nous vous interrogeons aujourd'hui. Selon la presse, certaines solutions clients d'Engie regroupées dans un ensemble provisoirement dénommé Bright pourraient être mises à distance. C'est un terme qui n'est pas le mien, qui est dans le texte, j'allais dire. Mise à distance, je comprends donc, cédée à des tiers ou introduite en bourse. Le groupe a d'ailleurs annoncé un programme de rotation d'actifs de 8 milliards d'euros d'ici 2022. Le projet est tel que certains partenaires sociaux évoquent une scission du groupe. Après le projet Hercule pour EDF, il s'émeuvent du projet Bright pour le gazier Engie. Vous aurez l'occasion devant nous de démêler les enjeux de ce projet et de répondre aux inquiétudes qui sont formulées, car elles sont très nombreuses. Je rappelle que la stratégie de recentrage d'Engie a justifié la cession par le groupe de ses participations dans Suez, une cession que je pourrais qualifiée de rapide, voire de précipitée, pour laquelle notre commission et celle du développement durable ont institué, vous le savez, un comité de suivi. Le même sort pourrait être réservé à 2 entreprises qui nous intéressent beaucoup. GTT, société d'ingénierie équipant les méthaniers à travers le monde, leader mondial absolu sur les méthaniers, et Endel, société de services assurant la maintenance de centrales nucléaires, de nos centrales nucléaires. De plus, Jean-Pierre Clamadieu a indiqué ici même cet automne qu'Engie pourrait céder une part de son capital dans GRT Gaz tout en laissant inchangé celui de GRDF. Face à cette situation, Madame la directrice générale, mes questions sont simples. Où en êtes-vous de cette revue stratégique d'Engie, même si effectivement vous n'êtes là que depuis le 1er janvier, je le comprends. Quelles activités le groupe envisage-t-il de mettre à distance, selon l'expression consacrée? Quels en sont le montant, le calendrier, les répercussions, bien sûr, sur les salariés? Nous confirmez-vous le désengagement du groupe de GTT et d'Endel et dans la moindre mesure de GRT Gaz? Quels seraient alors les repreneurs des participations d'Engie? Et quel est le point de vue de l'État, actionnaire, sur cette profonde réorganisation? Dans ce contexte très perturbé que nous traversons dans le secteur de l'énergie, les parlementaires que nous sommes attendent des réponses précises, car la stratégie de recentrage d'Engie suscite des interrogations sur le maintien d'activités et de compétences qui nous semblent être essentielles pour garantir souveraineté et transition énergétique. Voilà. Avant de vous laisser répondre, je vous propose, et je m'en excuse, d'entendre notre rapporteur pour avis sur les crédits énergie,
qui est Daniel Grémillet. Voilà, et ensuite je vous donnerai la parole. Oui. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, chers collègues. Comme notre Présidente vient de l'évoquer, je suis très préoccupé par la stratégie de recentrage d'Engie, et en particulier par ses répercussions sur l'emploi dans un contexte social et économique déjà très dégradé. J'aurais quelques questions à vous poser. La première, pourriez-vous revenir sur l'impact de la crise de la Covid-19 sur l'activité d'Engie? Quelles sont les activités affectées par la baisse du résultat net de 1,2 milliard d'euros évoquée par la Présidente? Je rappelle que l'Agence internationale de l'énergie a évalué à 3% la chute de la demande de gaz naturel en 2020 liée à cette crise. Par ailleurs, pourriez-vous préciser l'incidence de la sortie de la Belgique du nucléaire d'ici 2025 sur l'activité d'Engie? Comment vous préparez-vous à cette échéance? Quel est le manque à gagner pour le groupe? Je précise qu'Engie est actionnaire à 100% de la société Electrabel qui exploite les 7 centrales nucléaires de ce pays. Autre sujet d'importance, Madame la Directrice Générale, les énergies renouvelables. Engie qui dispose de 31 gigawatts d'actifs renouvelables. C'est fixé comme objectif 9 gigawatts de capacité installée entre 2019 et 2021. Sur les 3 gigawatts supplémentaires en 2020, 2 l'ont été en Amérique du Nord, 0,9 en Europe et 0,3 en Amérique du Sud. Pourquoi ne pas avoir investi davantage sur le continent européen? Parmi les énergies renouvelables développées par Engie figure l'hydroélectricité. Le groupe détient en effet la SEM et pour partie la CNR. Le président de la SEM a indiqué par voie de presse que le regroupement des activités hydroélectriques d'EDF dans la quasi-régie EDF Azur, dans le cadre du projet Hercule, poserait une difficulté car elle l'empêcherait d'être candidat aux concessions d'EDF, tout en l'obligeant à remettre en concurrence les siennes. Quelles sont les conséquences de ce projet sur les activités d'Engie? Autre vecteur d'énergie d'avenir, l'hydrogène. Il y a quelques jours, Engie a annoncé avoir signé un protocole d'accord avec Equinor pour développer des chaînes de valeur autour de l'hydrogène bleu, en France et en Europe. Il s'agirait d'un hydrogène produit à partir du gaz et associé à une méthode de captage et de stockage ou de réutilisation du CO2. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce projet? Dernier point sur lequel je travaille actuellement et rendrai prochainement mes conclusions, les nouvelles normes de performance énergétique des bâtiments, dites RE 2020. Les nouveaux seuils d'émissions proposés par le gouvernement conduiront à l'exclusion de facto des chaudières à gaz, des logements locatifs dès 2021, 22, puisque ça a été reporté de 6 mois, et 2024 pour le collectif. Quel est votre point de vue sur les conséquences de cette réforme? Ne pourrait-on pas réserver une place à part concernant le biogaz? Merci Madame la Présidente et merci Madame la Directrice Générale de vos réponses. Voilà, merci. Après ces 2 propos liminaires, Madame la Directrice Générale, je vous donne la parole. Si vous pouvez juste appuyer sur le petit bouton à droite. À droite. Voilà, je pense que vous aurez les 2 micros. Voilà. Je peux enlever oui, enlevez-vous. Je peux enlever mon masque. Ouais. Merci beaucoup pour cette autorisation. Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie tout d'abord de votre invitation. Je suis très heureuse d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler d'Engie, pour vous parler aussi des enjeux du monde de l'énergie, de ces défis majeurs, de ces défis passionnants, extraordinaires que nous avons devant nous pour atteindre cette neutralité carbone à horizon 2050. Donc, je me propose d'articuler mon propos autour vraiment de 3 parties. La première, c'est vous parler effectivement d'Engie et de son virage dans la transition énergétique qui a été amorcée maintenant il y a quelques temps. Et j'apporterai d'ailleurs déjà, je pense, quelques éléments de réponse à vos questions. Je vais effectivement revenir sur les orientations stratégiques qui ont été annoncées en juillet 2020 par le conseil d'administration et son président Jean-Pierre Clamadieu. Vous expliquer un petit peu mieux, je crois, leurs objectifs. Et enfin, partager avec vous quelques réflexions sur les enjeux de cette transition et ce que ça représente pour nous, pour nos territoires et pour notre société. Alors, un petit point de calendrier pour moi, qui vient effectivement juste de prendre mes fonctions il y a maintenant à peine 2 mois. Je suis à pied d'œuvre avec mes équipes, nous sommes au travail, pour traduire ces orientations stratégiques qui étaient assez finalement générales en feuilles de route stratégiques détaillées et que nous allons partager en mai 2021, donc assez prochainement,
lors de notre présentation des résultats du premier trimestre. Donc, pas mal de sujets sont encore en réflexion et si vous avez évidemment l'honneur si j'ai l'honneur de me faire réinviter en face de votre commission, je pourrais peut-être vous partager les résultats de ces réflexions. Alors, avant toute chose, je voudrais également saluer l'ensemble des collaborateurs d'Engie, en particulier pour leur exemplarité, leur travail absolument exceptionnel, leur engagement au cours de toute l'année 2020, où ils ont accompli leur mission de service auprès de nos clients et souvent sont allés bien au-delà de nos missions. Donc je leur en sais gré, j'ai été extrêmement impressionnée de voir leur engagement pour assurer finalement le maintien de l'approvisionnement énergétique, qui est un service essentiel pour notre nation, le bon accomplissement des services, le bon fonctionnement des infrastructures et notamment dans les bâtiments critiques évidemment comme les hôpitaux. Ils n'ont vraiment jamais failli à la mission qui est la leur et souvent sont allés bien au-delà. Alors avant d'aborder un peu les trois parties que j'ai évoquées, je vais aussi me présenter un petit peu. Je suis ingénieure de formation, j'ai fait mes études à l'école Centrale Paris, maintenant Centrale Supélec, et puis j'ai ensuite consacré 23 ans de ma carrière au monde de l'énergie dans le secteur privé, d'abord chez Schlumberger et puis plus récemment chez Technip FMC, effectivement, où j'ai notamment piloté la préfiguration de l'entité centrée sur l'ingénierie, Technip Énergie, qui vient juste d'ailleurs d'être introduite récemment en bourse à Paris. Et au cours de ce dernier projet, j'avais vraiment placé la transition énergétique au cœur de la stratégie. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi de voir la naissance de cette nouvelle entité. Alors, de ces expériences, je garde vraiment deux choses. D'abord, une vraie passion pour le monde de l'énergie, d'une part. D'autre part, une forte conviction qu'il doit effectivement effectuer sa mue. C'est donc pour moi, en fait, un énorme bonheur, une grande fierté de prendre aujourd'hui la direction d'Engie. Engie qui a inscrite dans sa raison d'être la transition énergétique. La raison d'être d'Engie a été inscrite l'année dernière grâce à l'action de mes précurseurs. Et elle dit que Engie se doit d'accélérer cette transition vers la neutralité carbone. Et c'est inscrit dans ses statuts. Donc Engie est vraiment un groupe précurseur sur ces enjeux de transition. Et c'est une avance que, encore une fois, je voudrais honorer, ou pour lesquels je voudrais honorer nos collaborateurs qui ont une vraie conviction autour de ces sujets, qui sont exigeants, qui veulent toujours qu'on aille plus vite. Et je veux encore vraiment souligner l'incroyable qualité, effectivement, des collaborateurs d'Engie. D'ailleurs, je dis souvent que si l'un d'entre vous, n'importe qui, a un jour une question sur n'importe quel aspect de la chaîne de valeur de l'énergie, vous allez trouver au sein d'Engie quelqu'un qui a la réponse. Et c'est souvent à la virgule près, tellement la précision et la compétence est là. Donc, permettez-moi maintenant de vous présenter rapidement, Madame la Présidente, vous l'avez fait un petit peu, mais de revenir un petit peu sur ce groupe Engie, que j'apprends évidemment encore à découvrir. Donc, effectivement, Engie, c'est un leader mondial de l'énergie. C'est un fleuron de l'industrie française qui est ancré dans les territoires, qui a ses racines fortes, qui en font évidemment l'opérateur historique de gaz en France. C'est également le premier gestionnaire de réseau de gaz d'Europe. Et aujourd'hui, il fournit du gaz à plus de 10,5 millions de foyers chaque année. Mais il n'est pas que gazier, loin d'être que gazier, puisqu'il produit de l'électricité à peu près à hauteur de 100 gigawatts. Il fournit de l'électricité également. Il opère de nombreux réseaux de chaleur et des réseaux de froid et s'est beaucoup développé, voire diversifié dans les activités de service et nous allons y revenir. En France, Engie, c'est plus de 80 000 collaborateurs, parmi les 171 exactement à l'échelle du groupe. Et en France également, son chiffre d'affaires s'élève à plus de 20 milliards d'euros. Je voudrais également souligner qu'Engie est un employeur très engagé, qui est attentif à la situation des jeunes, qui en 2020 en particulier est devenue très préoccupante. En 2020, donc année de crise, nous y reviendrons peut-être, nous avons embauché 5 000 alternants. Et aujourd'hui en France, nous comptons 7% d'alternants dans nos effectifs, avec un objectif d'essayer d'arriver jusqu'à 10%.
Si je regarde en termes de diversité, 25% de nos cadres sont des femmes, sujet sur lequel nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous avons des ambitions d'arriver à 40% parmi nos cadres, et c'est un sujet auquel évidemment, peut-être pas d'ailleurs évidemment, mais auquel je suis personnellement très attachée, et donc je vais m'y atteler. Alors, si je regarde ces dernières années, c'est vrai que le groupe a accéléré son virage dans l'énergie, dans la transition énergétique. Et si on regarde plusieurs aspects de ces activités, on le voit, par exemple dans la production d'énergie. Aujourd'hui, pour peut-être répondre partiellement à la question qui était posée sur les investissements dans les renouvelables en France, aujourd'hui, Engie est le premier producteur d'électricité éolienne et solaire en France. Nous avons 3,8 gigawatts de capacité installée sur le territoire. Le plus possible d'ailleurs en partenariat avec nos parties prenantes locales. C'est vrai que nous gardons une forte dynamique de croissance dans le monde depuis 2019 avec, comme vous l'avez dit, à la fin de l'année 2020, 31 gigawatts installés. Et à la fin de 2021, nous aurons accompli cette ambition que nous avions, c'était de rajouter 9 gigawatts en 3 ans. Et nous sommes vraiment bien sur la bonne trajectoire pour arriver à cet objectif à la fin de 2021. Si je regarde maintenant nos infrastructures, nous les adaptons. Nous injectons aujourd'hui du biométhane sur nos réseaux de transport et de distribution de gaz, à peu près à hauteur de 1% de la consommation totale en France. Alors 1%, c'est pas beaucoup, mais ça commence à compter. Et donc nous avons fait beaucoup de progrès. Et aujourd'hui, si vous regardez sur l'ensemble des territoires, nous avons des projets, ou il y a des projets en développement qui représentent un volume à peu près 7 fois supérieur. Aujourd'hui, à peu près 1000 projets de biométhane sont à l'étude ou en construction dans nos territoires et vont contribuer à verdir en fait le gaz naturel que nous transportons dans nos infrastructures tous les jours. Si je me tourne maintenant vers la fourniture d'énergie, nous sommes le premier énergéticien en France à proposer à ses clients une offre de fourniture d'électricité qui est 100% renouvelable et aujourd'hui à base de biométhane. Nous fournissons 40% de la chaleur urbaine en France et nos réseaux sont alimentés pour 60% par des énergies renouvelables, 60% avec évidemment l'ambition d'arriver à 100%. Ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, à la fin 2022, nous avons cette ambition de mettre en service un réseau de chaleur à Châlons en Champagne avec une offre de souscription de chaleur 100% décarbonée. Ce sera une première en France. Voilà. Donc nous sommes très fiers d'avoir cette activité. Si je me tourne maintenant vers les services rendus aux usagers finaux, nous opérons aujourd'hui 140 stations d'avitaillement pour la mobilité gaz en France. Nous opérons également 2500 points de recharge électricité avec aujourd'hui un premier contrat de concession pour le déploiement et la gestion de 1000 bornes de recharge dans la métropole de Strasbourg. Nous opérons également 700 000 points lumineux dans les villes en France, générant jusqu'à 60% d'économie d'énergie pour les villes. Et c'est une offre qui est très importante car c'est la base de notre offre de territoire intelligent, appelée aussi Smart City, pour lequel nous avons un socle d'offres digitales, en particulier une plateforme que nous appelons Livin, qui permet en fait d'avoir une offre Smart City très digitale et qui va générer beaucoup de gains d'efficacité dans la gestion des villes du futur. Donc ce virage, il est là, il est ancré dans les exemples que je vous donne. Il est également spectaculaire quand je regarde l'attractivité d'Engie auprès des talents. En quelques années, le nombre de CV qu'Engie reçoit est passé de 250 000 à 800 000. Spectaculaire. Donc je vais maintenant parler un petit peu de la transformation du groupe et en particulier les orientations stratégiques qui ont été annoncées en juillet 2020. Donc 2020, avec la crise sanitaire qui en est en fait la marque, la caractéristique, 2020 a été absolument crucial pour les enjeux énergétiques. Elle a révélé un besoin de résilience de nos territoires, un besoin de réindustrialisation, avec en parallèle une dynamique d'accélération de cette transition vers la neutralité carbone, une dynamique qui semble maintenant porter un caractère presque irréversible. Et ça a été renforcé par les plans de relance qui ont été annoncés au second semestre, qui ont encore renforcé cette tendance et ce caractère
d'irréversibilité, et pour les entreprises également, hein, une opportunité de s'aligner, d'accélérer ce mouvement avec des attentes maintenant très très fortes de l'ensemble des parties prenantes, y compris les investisseurs. Et c'est dans ce contexte hein, que nous nous sommes posé cette question que toute entreprise hein, doit toujours se poser, qui est nos ressources ne sont pas infinies, où devons-nous les affecter? Dans quelles opportunités qui vont créer le plus de valeur, et le plus de valeur au sens large, hein, pour l'ensemble de nos parties prenantes? Nous avons fait pour cela l'analyse de nos points forts, qui se nourrissent en fait l'un l'autre. Et ces points forts, ce sont les énergies renouvelables et les infrastructures énergétiques. Ce sont des expertises clés pour lesquelles nous avons une avance, pour lesquelles nous avons des savoir-faire absolument uniques, pour lesquelles nous voulons et nous pouvons faire une différence. La question de différenciation est très importante pour nous. Et ces deux piliers requièrent en fait une capacité à financer, à concevoir, à opérer des systèmes complexes dans la durée. Et quand en fait vous regardez l'histoire du groupe, vous comprenez qu'en fait nous avons ça comme un héritage de notre histoire en nous, au cours de laquelle la Compagnie de Suez, la Société Générale de Belgique, Tractebel, Electrabel et bien sûr un Gaz de France ont toujours finalement accompagné le financement et l'exploitation des infrastructures de toutes les grandes modernisations économiques. Donc pour nous, il s'agit d'affecter davantage de capital à ces points forts. Et pour ça, effectivement, il faut que nous dégagions des marges de manœuvre. Et c'est vraiment ce qui est derrière cette revue stratégique. C'est dégager des marges de manœuvre pour pouvoir investir dans ces points forts. Donc nous avons conduit cette revue stratégique de nos activités de service, dites de solutions clients, qui est en fait un portefeuille qui a été agrégé au fur et à mesure de la croissance de notre groupe, au cours maintenant de la dernière décennie, avec d'une part des activités qui sont directement liées aux énergies renouvelables, aux infrastructures, qui sont nos priorités. Et donc ces activités de service ont vocation à rester effectivement au sein du groupe et vont être l'objet d'investissements et de notre attention prioritaire. D'autres activités, elles, en sont plus éloignées et avec lesquelles finalement peu de synergies ont émergé. Notamment l'installation et la maintenance de systèmes qui consomment de l'énergie, par exemple dans le domaine de la gestion des chaînes de froid, dans l'industrie agroalimentaire ou encore dans l'électrification du transport ferroviaire. Nous voulons donc valoriser ces activités au sein d'une organisation qui sera plus adaptée, avec un périmètre cohérent, avec de meilleures opportunités de croissance, une gouvernance autonome, adaptée à ces métiers spécifiques. Et ça, c'est vraiment important. Ce sont des métiers qui sont très spécifiques et très différents de ceux dont je parlais, qui sont attachés à nos infrastructures, avec des modèles économiques principaux qui sont projets d'installation et des services récurrents. Cette entité sera présente dans 10 à 15 pays. Elle emploiera plus de 74 000 collaborateurs, dont 28 000 en France. Elle sera leader en Belgique, elle sera numéro 2 en France. Ce sera une des entreprises dans ce secteur de premier plan en Europe, comparable à SPIE ou à Vinci Énergie, avec des compétences très fortes, des belles marques dans les domaines de génie électrique, génie électronique, génie climatique, informatique, pour servir les bâtiments, les infrastructures et les industries. Donc ce projet, il a été présenté aux instances représentatives du personnel assez récemment, le 18 février. J'ai personnellement contribué à cette présentation. Et les consultations se poursuivront au cours du premier semestre avec cette tradition du dialogue social soutenu que j'ai découvert chez Engie et que je trouve de qualité. Donc c'est vraiment important. Nous investissons beaucoup de temps dans ce dialogue car c'est un facteur de succès absolument clé pour le succès de ce projet. Nous espérons... C'est du breton. J'en profite pour faire une pause. Donc nous espérons une création juridique au sein du groupe de cette nouvelle entité au 1er juillet 2021. Donc troisième partie maintenant de mes propos liminaires, quelques réflexions sur les enjeux de cette transition carbone que je voudrais partager avec vous.
et je pense que le point vraiment principal que je voudrais que vous gardiez avec vous, c'est qu'il est absolument crucial que nous développions un mix énergétique qui soit évidemment bas carbone, mais également résilient et abordable. C'est extrêmement important. Et pour cela, je pense qu'il faut redire la complémentarité des vecteurs, l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid. Sur le sujet de l'électricité, le développement des énergies renouvelables est absolument crucial. Il est crucial pour notre pays. Je salue d'ailleurs les ambitions fortes de la PPE dans le développement des ENR électriques, des énergies renouvelables électriques. Elles sont d'ailleurs souvent source d'emploi. Je voudrais malgré tout souligner la difficulté parfois de développer ces projets, de les mener à bien. Par comparaison avec un projet éolien offshore en Allemagne, en France, il faut à peu près de 7 à 10 ans, en Allemagne, à peu près de 3 à 5 ans. Donc il faut que nous restions compétitifs et que nous soyons peut-être plus rapides dans le développement de ces projets, avec évidemment une responsabilité très forte de notre part, d'entraîner les parties prenantes et de bien comprendre les enjeux locaux pour travailler sur les obstacles qui peuvent se présenter à nous, mais l'idée étant qu'il faut arriver à accélérer ces temps de développement. Sur le sujet du gaz, le gaz naturel aujourd'hui, renouvelable demain, il a bien sûr vocation à évoluer de source de production d'électricité à une source plutôt de flexibilité qui est très importante pour justement la résilience du système électrique. Il faut se rappeler qu'il est stockable, qu'il est économique et qu'il a une forte densité économique. Alors, j'aime bien cette comparaison de dire que si vous regardez une canalisation de gaz aujourd'hui, vous en prenez une de taille moyenne, disons 900 mm de diamètre, elle est enterrée, vous la voyez à peine, à part les petits drapeaux jaunes que vous connaissez peut-être. Mais cette canalisation, elle permet de véhiculer une puissance de 10 gigawatts. 10 gigawatts, c'est 10 tranches nucléaires. Voilà, donc une densité et un apport très très important à notre système énergétique aujourd'hui. Il reste la meilleure alternative pour pallier à l'intermittence intersaisonnière de l'éolien et du solaire. Et aujourd'hui encore, il faut dire que son rôle est absolument critique dans le système énergétique français. Un jour froid d'hiver, en pointe, le réseau du gaz livre aux clients entre 1,3 et 1,5 fois la puissance de tout le réseau électrique. Et il représente également une filière d'excellence. À peu près 150 000 emplois sont associés à l'utilisation, enfin l'exploitation du gaz aujourd'hui. Mais nous devons aussi nous assurer que le verdissement des usages finaux, en particulier la chaleur et la mobilité, s'appuie sur un mix de solutions. Et donc là, mon message, c'est qu'il faut vraiment se garder d'une électrification excessive des usages, parce que si on regarde certains scénarios, nous pourrions devoir augmenter la pointe électrique de plus d'un tiers avec un vrai surcoût et un vrai risque d'approvisionnement, comme nous le voyons déjà poindre dans certaines régions. Et donc pour ça, des choses comme les réseaux de chaleur ont un rôle majeur à jouer, majeur. Mais évidemment, nous devons continuer à les verdir et je vous ai donné des exemples où nous y travaillons et ça devient ainsi une solution à la fois très efficace du point de vue énergétique et avec un impact carbone très, très attractif. Je vais un petit peu parler quand même du biométhane, qui est dans une logique d'économie circulaire, rurale, qui crée de l'emploi dans les territoires et qui a effectivement un rôle absolument fondamental dans le verdissement du gaz dont j'ai parlé, qui va être important, continue à être important. Donc si je regarde le développement du biométhane, aujourd'hui, c'est la seule source renouvelable qui en fait dépasse ses objectifs. Donc il y a un vrai engouement autour du biométhane. Donc, nous saluons évidemment ces progrès. Nous saluons également les avancées de la réglementation environnementale RE 2020 qui a laissé ouvert une porte sur le dispositif Méthaneuf, qui est donc un des dispositifs extra-budgétaires permettant d'accélérer le développement du biométhane. En parallèle, nous continuons de développer des solutions plus compétitives. Nous avons chez Engie un objectif de développer, de produire 1,1 TWh de biométhane d'ici 2023. Et nous avons, par exemple, mis sur le développement du technocentre de la méthanisation, qui est une initiative que nous avons construite, avec cet objectif de devenir plus compétitif et de travailler sur la compétitivité du biométhane. C'est un projet que nous construisons en partenariat avec l'ADEME et la communauté urbaine d'Arras. Et enfin,
l'hydrogène, qui suscite à raison tant d'espoir, hein. Tout d'abord pour l'industrie et puis pour la mobilité. Alors nous saluons la création d'un Conseil national de l'hydrogène auquel nous participons. Le plan de développement d'une filière soutenue par un plan dédié de 7 milliards d'euros, évidemment, est une avancée majeure. L'hydrogène représente une formidable opportunité pour l'ensemble des activités de nos groupes, hein, car en fait, nous avons quelque chose à apporter à peu près sur toute la chaîne de valeur, que vous regardiez la production, le stockage, la liquéfaction, les infrastructures, les stations de recharge. En fait, Engie a tout à gagner dans le développement de l'hydrogène. Et aujourd'hui déjà, hein, nous sommes un acteur important. Nous gérons une vingtaine de stations d'avitaillement en hydrogène pour les véhicules lourds ou collectifs. Nous avons signé un accord de coopération avec Total pour développer et exploiter le projet Massilia, hein, qui potentiellement sera le plus grand site de production d'hydrogène renouvelable en France, en région PACA, avec un parc solaire dédié de 100 MW pour produire, enfin c'est 100 MW pour produire environ 5 millions de tonnes par jour d'hydrogène renouvelable, ou encore des premiers tests d'injection d'hydrogène dans nos réseaux à Dunkerque, ou encore dans les stockages en cavité saline, hein, en région PACA encore. Enfin, dernier point, il me faut évoquer l'importance, dans toute cette équation, d'une baisse significative des consommations d'énergie pour arriver à cette neutralité carbone, hein. Donc là, il y a effectivement un levier à activer qui est extrêmement important, c'est tout le thème de l'efficacité énergétique. Ça va être très important pour aussi limiter le coût porté par la collectivité de la transition énergétique. Et pour ça, la rénovation énergétique des bâtiments, évidemment, a un rôle important à jouer, hein. Nous préconisons d'ailleurs une approche intégrée avec une combinaison de travaux et d'exploitation qui permet en fait d'aligner les opérateurs sur des objectifs d'efficacité énergétique, hein, sur lesquels nous nous engageons. Donc les contrats de performance énergétique sont des bons mécanismes pour nous pour travailler et vraiment être incentivés pour atteindre ces objectifs. Nous avons par exemple, hein, dans la région Centre-Val de Loire, un contrat où nous rénovons plus de 60 lycées avec des engagements très concrets, hein, de baisse de consommation d'énergie. Donc un positionnement important, en particulier sur le tertiaire public et les logements collectifs. Voilà, donc j'en arrive à ma conclusion, hein. Si je devais résumer mes messages clés, je voudrais dire finalement 3 choses. D'abord, c'est que la transition énergétique représente des opportunités absolument majeures pour toutes les activités d'Engie. Engie que nous voulons positionner comme un énergéticien de premier plan, tourné vers l'avenir. Pour mieux les saisir, pour mieux saisir ces opportunités, nous avons décidé de recentrer le groupe, hein, sur celles de ces activités qui sont au plus près de son savoir-faire et de ses expertises clés, qui sont les renouvelables et les infrastructures centralisées et urbaines, et de créer un ensemble cohérent autour des services multitechniques qui sera amené, lui, à gagner en autonomie et à trouver ses propres leviers de croissance dans ses propres marchés. Troisième point, dans son futur périmètre, j'ai, moi, la conviction que le groupe continuera à jouer un rôle absolument majeur auprès des territoires, parce que finalement, c'est là où nous arrivons à être innovants, c'est là où nous sommes dans le concret, c'est là où nous arrivons à livrer des vrais projets, en partenariat, hein, souvent avec les acteurs locaux, avec le soutien des élus, à vraiment faire avancer cette transition énergétique que nous avons tous tant à cœur. Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis maintenant à l'écoute, hein, de vos questions que je vais tenter de répondre. Merci Madame la Directrice Générale. Pardon ? Oui, alors il y avait des questions. Oui, pardon. Les questions du rapporteur, peut-être que vous avez peut-être noté, si vous pouviez apporter une première série de réponses et ensuite on prendra toutes les demandes de parole. Alors, elles sont déjà nombreuses, je dois dire, mais c'est normal. Alors, je vais essayer peut-être de me concentrer sur les sujets qui n'ont pas été abordés dans mes propos liminaires et puis après nous pouvons peut-être revenir, hein, et n'hésitez pas s'il vous plaît à reposer les questions si vous pensez que je n'y ai pas répondu. Je vais peut-être parler un petit peu effectivement de l'impact de la crise sur nos activités qui était une de vos questions. Nous avons effectivement été l'année dernière très impactés
dans certaines de nos activités, particulièrement justement toutes ces activités liées aux services, puisque effectivement nos clients ayant arrêté toute activité, nous n'étions pas en mesure d'assurer ces activités de service dans le périmètre de nos clients. Donc nous avons été très très affectés. Par contre, nous avons observé une certaine résilience d'autres de nos activités, par exemple typiquement nos activités liées à l'infrastructure. Donc nous avons effectivement rapporté à peu près un peu plus d'1 milliard d'impact lié au Covid en 2020. Par contre, nous avons pu observer au deuxième semestre une reprise de l'activité parce que finalement nos clients ont également, comme nous, je crois, appris un petit peu à vivre avec ce Covid. Donc nous avons observé une reprise avec, malgré tout, certains secteurs qui ont continué à être affectés, en particulier, je pense, toutes les activités qui étaient liées aux aéroports ou à l'hôtellerie, qui malheureusement sont des secteurs qui continuent à être très très touchés. Voilà donc pour l'impact Covid. Et peut-être je rajouterai quand même pour souligner le fait que Engie avait intégré déjà de manière un peu pionnière le télétravail dans ses pratiques, en tout cas dans les bureaux. Et donc étendre les pratiques de télétravail à 5 jours sur 7 était quelque chose que nous avons pu faire. Alors il a fallu quand même s'organiser. Je ne veux pas du tout minimiser les efforts qui ont été mis, surtout par nos organisations de support, IT, etc., pour permettre aux collaborateurs de bien fonctionner en télétravail. Mais bon, disons que nous avions déjà ça culturellement assez bien établi dans nos pratiques. Et donc ça a été effectivement important pour pouvoir continuer à maintenir la continuité de nos services pendant cette période évidemment très très compliquée. Il y avait effectivement une autre question qui était autour de la Belgique. Alors, par rapport effectivement au fait que nous avons arrêté tout projet d'étendre en fait la vie de 2 de nos centrales au-delà de 2025, je voudrais juste rappeler qu'en Belgique, nous opérons aujourd'hui 7 centrales et que 5 de ces 7 centrales ont vocation à s'arrêter en 2025 ou même avant. Certaines vont commencer à être mises hors de fonctionnement à partir de la fin 2022. Donc, il s'agit de 2 centrales supplémentaires pour lesquelles nous avons effectivement annoncé une opération comptable d'impairment assez significative que nous avons donc reportée dans nos comptes 2020. Vous m'avez posé également une question au sujet d'un projet d'hydrogène bas carbone pour lequel nous sommes en partenariat avec Equinor. Et là, pour nous, notre contribution est vraiment plus une contribution autour de la commercialisation de cet hydrogène, sachant que, si je dis peut-être quelques mots sur notre positionnement dans l'hydrogène, ce qui est vraiment important pour nous, c'est la multiplication des usages de l'hydrogène bas carbone. L'établissement d'un marché de l'hydrogène bas carbone. L'hydrogène bas carbone, ça peut être effectivement de l'hydrogène, ce qui a été produit à partir peut-être de gaz, mais dans lequel on a enlevé une grande majeure partie du CO2, donc ça devient un hydrogène dit bleu, c'est la nomenclature en vigueur. Un hydrogène qui peut être issu de l'électricité issue du nucléaire, donc ce n'est pas de l'hydrogène renouvelable, mais c'est de l'hydrogène dit bas carbone. Et évidemment, pour nous, notre priorité absolue, c'est l'hydrogène renouvelable, donc qui est produite à partir d'électricité renouvelable, qui est vraiment en termes de production là où nous allons concentrer nos efforts. Mais c'est vrai que l'établissement d'un marché hydrogène bas carbone, c'est quelque chose qui est très important pour nous tous, pour cette transition que j'ai évoquée. Et en ça, je pense que nous pouvons accueillir de tout type d'hydrogène tant qu'il est bas carbone, ce qui est évidemment le critère important. Il y avait également, monsieur le rapporteur, une question autour de nos investissements dans les énergies renouvelables en France. J'espère avoir répondu un petit peu, mais non, c'est vraiment une source d'abord de fierté d'être si bien positionné par rapport à nos pairs. Nous continuons à gagner des appels d'offres. Nous en avons gagné un très récemment où nous étions le premier en termes de solaire, de l'appel d'offres de la Creux la semaine dernière. Donc nous sommes très bien positionnés, nous sommes très volontaires et en même temps conscients des enjeux d'acceptabilité. Donc
nous sommes au travail avec nos équipes pour arriver en fait à surmonter certains de ces obstacles, souvent liés à l'acceptabilité et vraiment pour pouvoir réduire le temps de développement de certains de ces projets. C'est important, je pense, pour les ambitions que nous nous sommes fixées en termes d'énergie renouvelable. Voilà, je crois avoir adressé la plupart des questions qui m'avaient été posées en introduction, Madame la Présidente. Très bien, merci Madame la Directrice Générale. Je vais donc maintenant passer la parole à l'ensemble de mes collègues, à qui je demande comme d'habitude de faire attention, de faire attention au temps. On va commencer par Jean-Claude Tissot, ensuite Franck Menonville. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale. En fait, votre propos liminaire a été tellement large que pour arriver à extraire des questions pertinentes, on va avoir quelques difficultés quand même. Malgré tout, il m'en reste quelques-unes. À propos de l'Europe de l'énergie, qui, au même titre que l'Europe sociale, tarde malheureusement à se mettre en place, ce retard représente un véritable frein à la souveraineté énergétique européenne et au chemin que devra emprunter l'Union européenne et la France pour être le leader ou les leaders de la transition énergétique. Aujourd'hui, vous l'avez dit, nous avons des énergéticiens puissants dans chaque pays européen, Enel en Italie, Iberdrola en Espagne ou encore RWE en Allemagne. Toutefois, la concertation entre ces acteurs est souvent délaissée par rapport aux logiques concurrentielles. Selon vous, donc c'est ma première question, quel rôle devrait pouvoir jouer la France pour permettre cette Europe de l'énergie et être un acteur puissant? Et comment Engie peut-il participer à ce cheminement? Deuxième question, vous nous avez fait un brillant exposé à ce sujet-là. Donc il y a deux entités qui vont apparaître au sein d'Engie, issues d'Engie, regroupant plus de 74 000 salariés. Enfin, une des deux parties et pourrait avoir pour vocation d'être vendue et d'être introduite en bourse. Les chiffres annoncés parlent de près, vous l'avez dit, de 100 000 salariés sur les 150 000 qui devraient quitter le groupe Engie à moyen terme. Alors vous imaginez bien que ces annonces inquiètent particulièrement les organisations syndicales, nous avons auditionné hier au groupe, et les salariés du groupe. Concrètement, quelles sont vos intentions pour l'ensemble des salariés du groupe Engie dans cette réorganisation majeure? Et puis enfin, ma dernière question, et là je n'ai pas entendu et j'ai pas lu grand-chose à ce sujet-là, le groupe Engie a annoncé la mise en vente de sa filiale Endel, spécialisée dans la maintenance industrielle, notamment dans les centrales nucléaires du groupe EDF. Et pourriez-vous nous dire où en est la cession de ce prestataire intervenant dans les centrales nucléaires françaises? Et puis, pendant qu'on est ensemble, pourriez-vous nous préciser les relations que vous avez avec le groupe EDF? Merci. Merci Jean-Claude. Franck Menonville, ensuite Jean-Marc Boyer. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale. Vos propos liminaires ont été particulièrement complets. Donc moi je ne reviendrai pas sur une question que je souhaitais vous poser sur l'hydrogène. Je voudrais revenir quelques instants sur le nucléaire et notamment le nucléaire belge, vous nous l'avez évoqué. Et peut-être vous poser la question si effectivement pour votre groupe c'est la fin d'une ambition et d'un engagement dans cette filière nucléaire ou si vous y voyez des enjeux stratégiques d'avenir pour votre groupe et peut-être en lien avec EDF. Et puis une question plus spécifique. J'ai pu voir dernièrement que vous avez créé donc entre Engie et le groupe PSA donc une société commune pour développer la mobilité électrique et quelles sont donc peut-être vos ambitions et notamment les partenariats avec notre grand groupe PSA. Oui, merci Madame la Directrice pour votre présentation dynamique. L'objectif de neutralité carbone et de transition énergétique, bien entendu, doit évoluer vers de nouvelles énergies. Et la mise en place de ces nouvelles énergies nécessite, je pense, une acceptabilité, non seulement des élus, mais aussi de la population. On voit le problème avec l'éolien, et en particulier, protection du patrimoine, des paysages, de la biodiversité. Et la géothermie fait partie aussi de ces projets d'évolution en énergie renouvelable. Et si nous voulons aboutir sur ces différents projets, je pense qu'il est indispensable et qu'il est même obligatoire qu'une information, une concertation en amont soit réalisée de manière à avoir l'aval de la population. J'ai un exemple très précis de forage de géothermie à 3600 mètres de profondeur, dont
qui est dans les tuyaux, si je puis dire, depuis 2015, mais dont les élus viennent de découvrir actuellement la mise en place d'une enquête publique 5 ans après. Donc, lorsqu'on a de tels projets qui sont très importants, où il y a un faible impact foncier, on va pouvoir desservir 9000 foyers, 5 mégawatts électriques, mais le manque de lisibilité d'information en amont fait qu'aujourd'hui, on a un projet qui est contesté localement, avec des propos, bien entendu, de collectifs, risque sismique, protection de l'environnement qui n'est pas évalué, risque de pollution, etc., etc. Et on va aller vers un contentieux et on va prendre un retard énorme dans la mise en place de ce projet. Alors, moi, ma question est, si on veut avoir une acceptabilité locale de ces projets, il faut absolument qu'il y ait une méthode d'information, de concertation, et qui permette de pouvoir évoluer et d'avancer relativement rapidement. Merci. Merci beaucoup Jean-Marc. La parole est à Bernard Buis, ensuite Fabien Gay. Merci Présidente. Madame la Directrice Générale, la vente de vos activités de service intitulée Bright attise la convoitise de nombreux fonds d'investissement. Ces activités de service sans grande cohérence par rapport aux autres qui vont du réseau de chaleur, de la climatisation, l'entretien des bâtiments, mais aussi la gestion de parking, touchent plus de 74 000 salariés qui craignent des restructurations assez sévères face à ces fonds d'investissement. Vous avez indiqué rester dans le capital de Bright à hauteur de 20 à 25% pendant 2 ou 3 ans, d'après un article paru dans Les Échos. Mais après, certains syndicats s'alarment, d'autres plus pragmatiques souhaitent toutefois être rassurés. Quels sont les engagements et les garanties que vous pouvez apporter aux salariés du groupe inquiets d'un éventuel démantèlement? Merci Bernard. Fabien Gay, ensuite Patrick Chaise. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, félicitations pour votre élection. Vous êtes maintenant à la tête d'un groupe, il y a 17 ans, qui était une entreprise publique, GDF, qui était un groupe intégré, qui disposait d'un monopole naturel, je suis là, bonjour. Et puis maintenant qui est un groupe complètement privé, en 17 ans, avec la casse sociale qu'on a connue dans l'entreprise, et qui a laissé des traces, et qui sécurise les dividendes des actionnaires, puisque c'est le numéro 2 français du versement des actionnaires, des dividendes à ces actionnaires, et puis un prix du gaz qui a explosé. Parce qu'on nous avait vendu que la libéralisation du marché allait faire baisser les prix, et c'est tout le contraire qui s'est passé dans le secteur de l'énergie, et c'est plus 70% pour le gaz. Bref, tout ça, on le sait, c'est un fait. Maintenant, moi je pense que le premier étage du remodelage du paysage industriel dans le monde de l'énergie était la vente de vos parts de Suez à Veolia. Et maintenant, vous vous attaquez en interne au remodelage de l'entreprise et du démantèlement de l'entreprise, ce qu'on appelle le plan Clamadieu, peut-être qu'on l'appellera bientôt, je l'espère pour vous, le plan Clamadieu-MacGregor, qui est le même exactement que ce que le projet Hercule dans EDF. Démanteler pour séparer et vendre au privé, et notamment vous, en ce qui vous concerne, Total. Et on connaît en réalité cette histoire, ce que vous avez bien développé. On a des dettes qui sont des choix historiques. Il nous faut donc vendre des actifs, et avec ça, on va faire un grand champion européen et mondial. Sauf que Bright sera très vite trop petit, et donc il faudra un regroupement. Et ça va faire peser de la casse sociale sur 74 000 salariés. Donc moi, juste 3 questions. Quid du capital de GRDF dans tout ça? Et est-ce que ça va rester 100% public? Deuxièmement, je repose la même question que notre collègue Daniel Grémillet sur l'avenir des filiales Chem et CNR, notamment dans le débat européen sur la gestion des concessions des barrages hydroélectriques. Et enfin, quel avenir de la filière gazière avec la fin du tarif réglementé en 2023 pour les usagers? C'est une question. Parce que là aussi, quand même, au bout du bout, il y a les collectivités, mais il y a les usagers. Et franchement, personne ne dit qu'ils n'ont pas payé l'addition de l'Europe libérale ces 20 dernières années dans le secteur énergétique. D'ailleurs, le gaz vient encore d'augmenter de 5 points, après 3 points il y a quelques instants, dans un contexte de crise sociale. Voilà, j'ai fait 2 minutes 30, je m'en excuse. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. Monsieur Gay, je ne me suis pas manifesté. Patrick Chaise, ensuite Laurent Duplon.
Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, merci effectivement pour votre présentation très intéressante. Moi je voudrais donc revenir effectivement sur des mots forts que vous avez abordés, résilience et abordable, notamment sur vos choix de développement en matière d'énergie renouvelable. Je souhaiterais, moi, que vous puissiez nous éclairer sur, finalement, les filières qui vous semblent les plus résilientes en matière d'énergie renouvelable, puisque dans ce domaine-là, il me semble qu'on a quelques interrogations, ou on peut avoir un certain nombre d'interrogations. Donc j'aimerais avoir votre éclairage sur ce point. Et puis, si vous pouviez nous préciser peut-être les projets, soit précisément, soit donc de façon générale, sur le stockage et votre politique en matière de stockage. Je suis dans un département donc, qui possède un stockage important, Aitré, et je souhaiterais savoir si donc, ces stockages sont amenés à être développés, sous quelle forme. Est-ce que, donc, parce que le stockage est une clé finalement en matière d'énergie, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait justement résilient. Quelle est aussi la politique en matière d'hydrogène sur ces sites? Alors, est-ce que ce sont des sites existants qui vont être développés? Est-ce que ce sont de nouveaux sites? Est-ce que vous avez aujourd'hui des perspectives en la matière? Merci. Merci Patrick. Laurent Duplon, ensuite Evelyne Renaud-Garabédian. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale. Je voudrais vous poser une question pratico-pratique. Si je comprends bien les choses, l'évolution de la réglementation RE 2020 va aboutir à un décret qui devrait être signé dans un mois, implique des solutions où la seule chose qui est mise en avant, c'est le tout électrique. Le tout électrique avec l'interdiction des chaudières gaz, qui devrait entrer en vigueur pour les maisons individuelles en 2021 et pour les logements collectifs en 2024. Ce qui exclut de fait la possibilité d'utiliser donc le gaz pour pouvoir se chauffer dans les prochaines constructions à partir de 2021, comme je le disais pour l'individuel, et le collectif à partir de 2024. La question pratico-pratique, c'est que, en tant que sénateur, je suis questionné par des maires bâtisseurs qui construisent des lotissements et qui se posent véritablement la question de savoir s'ils continuent de rallonger les réseaux gaz sur ces lotissements ou si, à cause de cette réglementation encore à charge contre le gaz, eh bien, arrête l'extension des réseaux et fait que tous les investissements qui ont été faits dans les communes pendant des dizaines d'années et qui ont coûté des millions d'euros, tant à la collectivité qu'à GDF, tombe, puisque si on ne peut plus agrandir, eh bien on peut se poser la question de savoir si ces réseaux qui existent aujourd'hui vont continuer d'être entretenus et continuer d'avoir une vraie vocation. Merci Laurent. Evelyne Renaud-Garabédian, ensuite Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, j'avais deux questions à vous poser. La première, mon collègue vous l'a posée, je voulais avoir votre position à la suite de la décision du gouvernement belge d'arrêter l'exploitation du nucléaire. Ma deuxième question, par ailleurs, vous avez annoncé vous avez annoncé la décision que vous aviez prise d'arrêter de sortir de l'activité charbon en Europe d'ici 2025 et en 2027 pour le reste du monde. Je voulais savoir combien de sites étaient concernés et que vont devenir les actifs qui vont cesser les activités et comment allez-vous compenser les pertes. Merci. Merci beaucoup Evelyne. Daniel Salmon, ensuite Franck Montaugé. Merci Madame la Directrice. D'abord, je vous remercie pour votre présentation et votre volonté affirmée de développer les énergies renouvelables et de vous engager également dans un processus de sobriété énergétique. Donc vraiment, c'est louable. On n'entendait pas ça il y a encore une dizaine d'années. J'aurais quelques questions. La première concerne les centrales nucléaires que vous allez arrêter, que vous n'allez pas prolonger en Belgique. Qu'est-ce qui est provisionné concernant le démantèlement de ces centrales? Quel va être l'exutoire pour les déchets? Ce sont des questions quand même qui sont cruciales. Deuxième question, vous nous avez déjà exposé un petit peu l'avenir pour le biogaz que vous entrevoyez, qui concerne donc aujourd'hui 1%
du gaz. Est-ce que la méthanisation fait partie, enfin j'ai bien compris qu'elle faisait une grande partie de la production à venir, puisque vous entendez multiplier par 7 cette production. Est-ce qu'il y a d'autres voies pour le biogaz en dehors de la méthanisation? Dernière question, l'actualité parle beaucoup des cyberattaques sur les hôpitaux. Qu'en est-il sur la filière énergétique? Parce que il y a un livre qui était paru en 2012 qui concernait le blackout. Aujourd'hui, eh bien, on est 8 ans plus tard, on s'aperçoit que les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses. Et moi, j'ai une grande inquiétude que vous allez peut-être lever. Mais avec nos interconnexions et les smart grids qui sont de plus en plus présents, qu'en est-il? Je vous remercie. Merci Daniel. Franck Montouget, ensuite Sylviane Noël. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Directrice Générale pour votre présentation. Dans le cadre de la stratégie dont vous nous avez dit qu'elle allait être déployée sous la forme de feuilles de route dans les différents domaines, je voudrais savoir si des rapprochements stratégiques, si ce n'est synergiques, sont envisagés avec EDF. Et si c'est le cas, dans quel domaine? Y a-t-il, de manière générale, discussions entre vos deux entreprises et le gouvernement qui est à votre capitale et qui a aussi son mot à dire? Comment appréhendez-vous la concurrence ou la coopération avec le groupe Total qui réoriente profondément également sa stratégie vers la décarbonation? Et cela, évidemment, du point de vue de l'intérêt national, si ce n'est de la souveraineté nationale en matière d'énergie. Troisième question, un peu plus territoriale ou territorialisée. Dans le sud-ouest, Teréga est présent sur 15 départements, ça n'est pas rien. Vous êtes aussi présent par l'intermédiaire de vos réseaux. Vous avez indiqué vous développer ou vouloir vous développer dans le domaine de l'hydrogène. C'est aussi le cas de Teréga. Très clairement, ça a très clairement été dit par ses responsables. Donc je voudrais savoir si notamment par rapport au projet dit de dorsal hydrogène annoncé, développé par Teréga avec 10 autres gestionnaires européens de réseau, est-ce que vous êtes dans ce projet, est-ce que vous êtes dans ces 10 opérateurs européens? Voilà, merci. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, vous nous avez parlé tout à l'heure de votre souci de maintenir un lien fort avec les élus et les territoires et d'être à leur écoute. Comme vous le savez, de nombreux territoires touristiques connaissent aujourd'hui une baisse de fréquentation importante en raison de la crise sanitaire. Et cette diminution brutale de la fréquentation n'est pas sans conséquence sur ces territoires, sur les usines d'incinération, et donc la baisse du tonnage incinéré. Or, nombreuses usines de ce type ont des liens, des contrats spécifiques de rachat d'énergie avec des énergéticiens comme Engie. Et aujourd'hui, beaucoup d'élus m'ont fait part de leur souci du maintien des primes fixes qui sont calculées en fonction des collectes d'une année classique. Donc, des conséquences de cette baisse de l'incinération sur le montant de ces primes fixes. Donc, ma question est simple. Je souhaitais savoir si Engie avait prévu une mesure de solidarité en faveur de ces territoires pour un maintien exceptionnel de ces primes fixes. Je vous remercie. Voilà, Madame la Directrice Générale, j'ajouterai une question répétée qui était dans mon propos liminaire. Nous sommes inquiets sur le devenir de GTT et d'Endel. Ce sont deux entreprises, très belles entreprises, une qui intervient évidemment dans le secteur stratégique des centrales nucléaires, l'autre sur les méthaniers. En plus, c'est une très belle entreprise des Yvelines, à laquelle je suis particulièrement attachée, naturellement, pour des raisons historiques aussi, parce qu'elle est le fruit de la formation française sur le gaz
des ingénieurs qui ont fait les mêmes écoles que vous-même. Voilà, et c'est 450 ingénieurs et une société leader dans le monde. Donc voilà, je voudrais savoir évidemment le sort de ces entreprises et quelle est la position du gouvernement sur ces entreprises qui me semble avoir affaire quand même à une forme de souveraineté. Voilà, merci, je vous laisse répondre à toutes ces questions. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente, et Mesdames et Messieurs les sénateurs pour vos questions. Alors, j'ai essayé de les grouper un petit peu par thème. Il me semble qu'il y a effectivement un thème important, des questions qui ont été posées par rapport à nos engagements et notre volonté de créer ce leader dans les services. Alors, juste pour peut-être un petit peu corriger, parce que j'ai compris qu'il y avait eu peut-être un amalgame fait sur les réseaux de chaleur, hein, juste pour clarifier, parce que c'est vraiment important. Les réseaux de chaleur, c'est vraiment une offre de services, certes, mais clairement liée aux infrastructures décentralisées, infrastructures urbaines, et donc ont vocation à rester, elles, au sein du groupe d'Engie. En revanche, pour les autres types de services, hein, qui des services aux clients que l'on fournit sur des périodes beaucoup plus faibles. Ce sont ces services-là que nous voulons mettre dans notre ensemble cohérent et auxquels nous voulons vraiment donner un vrai projet d'industriel, un projet dédié. Et c'est un des engagements en fait que nous avons auprès de nos partenaires sociaux. Je sais que vous les avez rencontrés hier, mais c'est vraiment un point très important. Nous voulons créer une vraie entité à vocation industrielle. Et aujourd'hui, il y a de la place pour SPI, il y a de la place pour Vinci Énergie. Il y aura de la place pour ce futur Bright. Excusez-moi, c'est un nom de code, ce n'est pas le nom final de cette entité. Nous avons fait venir quelqu'un de très expérimenté, Jérôme Stubler, qui nous vient du monde de la construction, qui connaît très très bien ces métiers, qui vient pour gérer ce projet de réorganisation et qui donc sera amené à terme à en prendre la direction. Il s'implique beaucoup, il apprend à comprendre justement et à voir la cohésion de ces métiers. Et c'est important, encore une fois, ce ne sont pas des métiers qui n'ont rien à voir avec les uns et les autres. Nous travaillons sur ce que nous appelons l'equity story, c'est-à-dire la carte d'identité, la nature, la raison d'être de cette entité. Et vraiment, l'idée, c'est de créer un vrai projet industriel. Alors, il y avait des questions également sur le futur. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de créer cette entité au sein du groupe d'Engie. Et puis, effectivement, de regarder l'évolution d'actionnariat qui pourrait se présenter, de beaucoup d'intérêts de fonds. Mais nous, notre, évidemment, engagement et souci absolument très important et répété, et qui nourrit d'ailleurs ce dialogue que nous avons avec nos partenaires sociaux, c'est vraiment de garder d'abord une cohésion de périmètre et de donner des perspectives de croissance, un vrai avenir pour cette entité. Et compliqué à réaliser dans tout son potentiel. C'est vraiment ça l'idée. C'est qu'un groupe, à un moment donné, il a vraiment du mal à mettre de la croissance sur des métiers qui sont très différents des uns des autres.